Le signal provenait du bord de la dérive de forage, une étendue infinie d'épaves creusées et de lunes brisées. Quinn l'avait suivi pendant des jours, observant son pouls erratique sur le tableau de bord de son vaisseau. C'était un signal de détresse, faible et ancien, ni synthétique ni standard. Il portait les débris d'endroits où les machines étaient mortes. Contrairement aux autres, Quinn prospérait dans ces lieux, voyant des énigmes anciennes qui étaient belles dans leurs ruines. Il suivait le même rythme que quelque chose de vivant. Et finalement, il arriva à une tombe. Là, dans le vide, se trouvait un vaisseau ou ce qui semblait être un vaisseau. Sa coque tordue vers l'intérieur comme si elle avait été écrasée par la colère des étoiles. Le vaisseau dérivait silencieusement, partiellement submergé dans un nuage de poussière, maintenu uniquement par des souvenirs. Son cadre était bien plus vieux que tout ce que Quinn avait jamais vu. Il n'était pas seulement cassé, il avait été abandonné et oublié par le temps. Avec un grognement et un sifflement, son vaisseau se mit à quai avec un bruit d'abandon, et des lumières clignotèrent à l'intérieur. Alors qu'il descendait de l'écoutille, il pouvait entendre les lumières du vaisseau scintiller et ses bottes crisser sur l'air froid et mort. Il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas à trouver quelque chose de vivant en entrant dans ce qui semblait être une chambre de cargaison effondrée. Au lieu de cela, il s'arrêta devant une forme trop grande pour la pièce, trop immobile pour être endormi. La peau de la forme était d'une pâleur spectrale, presque translucide, et scintillait d'une lumière fracturée. De longues cornes se recourbaient depuis le crâne de la créature comme de la glace sculptée, et ses ailes étaient drapées sur des caisses brisées. Le souffle de la créature était superficiel et tremblant, et Quinn ne parlait ni ne respirait. Au lieu de cela, il se contenta de fixer. Finalement, la créature ouvrit un œil et fourcha sa langue. Finalement, la créature ouvrit un œil et fourcha sa langue. À cet instant, la pièce résonna du poids d'innombrables années. À cet instant, la pièce résonna du poids d'années incalculables. La créature qui s'y tenait ne grognait ni ne rugissait, mais parlait plutôt d'une voix douce et chuchotée dans la tête de Quinn. « Tu n'es pas l'un d'eux. » Le cœur de Quinn s'emballa. Il rassembla son courage pour avancer, insistant sur le fait qu'il était mécanicien et qu'il avait reçu votre signal. L'œil du dragon cligna lentement, laissant Quinn paralysé et incapable de bouger. Les chaînes pulsaient doucement, leur nature incolore et éthérée leur donnant un aspect ancien et vivant. Quinn les observa un moment avant de revenir à la pièce. La créature était paralysée, sa colonne vertébrale sectionnée avant d'être ligotée. Ses ailes étaient réduites au silence, et Quinn ressentit autre chose que de la peur, de l'émerveillement, de la tristesse ou de la honte. Il murmura « Je ne sais pas ce que je peux faire ». Le vaisseau craquait autour d'eux, et Quinn réalisa qu'il n'avait pas vu de dragon depuis 100 ans. À la place, il voyait un homme laissé pour mort. Les heures suivantes furent floues, mais il retourna à son vaisseau avec tous les outils qu'il pouvait porter, y compris des scanners, des coupeurs, des pilotes à impulsion et un prototype de torche aphasée. Il étala les chaînes sur une caisse brisée et se mit au travail. Les chaînes n'étaient pas ordinaires. Elles étaient dotées de circuits extraterrestres qui pulsaient en réponse à son approche, sifflaient au toucher et se tordaient avec une malice préprogrammée. Le dragon observait en contemplation silencieuse. « J'ai besoin de connaître ton nom », murmura Quinn en s'agenouillant à côté du plus grand des fers qui entourait la poitrine du dragon. « J'ai besoin de quelque chose pour t'appeler. »« Volantros »
Il y eut une pause. Il m'appelait plaint ainsi. Mais personne ne mérite cela. Personne ne mérite cela. Volantros. Quinn commença par tester le collier de la aile gauche, qui était suffisamment délicat pour ne pas déclencher les protocoles de défense dormant des runes. Son scanner a révélé qu'il s'agissait d'une combinaison de verrous basée sur l'énergie et de rétroaction neuronale, ce qui expliquait la paralysie du dragon. La chaîne était plus que physique. C'était une prison dans l'esprit, étouffant les signaux nerveux et réduisant le contrôle musculaire. Il travaillait lentement, mais sûrement. Malgré le froid, la sueur s'accumulait derrière ses oreilles, alors que la torche crépitait 2 fois avant de finalement percer la première couche. La chaîne se tordait et se contractait comme un membre sectionné, et Philantro laissa échapper un grondement sourd de soulagement plutôt que de colère. Alors que le premier morceau de la menotte tombait au sol, la lumière s'évanouit de la pièce. Les yeux de Philantro se tournèrent vers lui, et Quinn offrit un sourire fatigué. Heureusement que je ne me suis jamais beaucoup soucié concernant le mot « devrait », il s'affaissa sur un tuyau cassé à côté de la poitrine haletante du dragon. Pour la première fois, la créature semblait respirer sans douleur, et pendant un long moment de silence dans ce navire en ruine, quelque chose qu'ils avaient oublié s'éveilla entre eux, quelque chose que ni le temps ni les chaînes ne pouvaient me réduire au silence. Les jours qui suivirent furent un rituel de travail impossible, alors que Quinn retournait à l'épave plusieurs fois, chaque fois s'enfonçant plus profondément dans l'intérieur glacé et dévasté du vaisseau. Apportant avec lui des outils, des schémas et des fournitures que personne n'avait jamais imaginées pour une créature comme celle-là. Volantros, le dragon extraterrestre, se tordait de douleur alors qu'il s'approchait du prochain collier autour de sa colonne vertébrale avec la déférence d'un chirurgien et la ténacité d'un charognard. Ses entraves ne limitaient pas seulement le mouvement. Elles étaient ancrées directement au nerf. Volantros grimaça les dents en luttant pour se libérer des chaînes spirituelles liées par une langue plus ancienne que la mémoire. Quinn toucha ses dents, non pas par colère, mais comme un avertissement. Cette douleur m'a défini pendant 100 ans. Si tu la coupes, tu coupes ce qui reste de qui j'étais. Le dragon dit doucement, « Tu n'as pas à être qui tu étais. » Après un long silence, le dragon hocha la tête. Des étincelles jaillirent brillamment alors que le dragon sentait de la chair résister en hurlant à travers le coupeur, comme si la douleur elle-même voulait s'accrocher. Quinn travaillait à travers les tremblements, suant des jurons et des mots de malédiction pour personne. Il réussit à éviter les fusibles neuronaux, à rediriger les boucles de puissance défaillantes et enfin, avec un sifflement semblable à de la vapeur s'échappant des poumons d'un dieu, les chaînes de la colonne vertébrale se fendirent en deux et s'effondrèrent en poussière. Le corps de Volantros se courba, sa poitrine se soulevant comme s'il respirait pour la première fois en 1 siècle. Ses ailes se déplaçaient maladroitement et tremblaient, puis se déployèrent à nouveau, cette fois plus largement, et frôlèrent le plafond effondré avec un bruit creux. Il était toujours paralysé, mais moins. Quinn était assise par terre, les bras pendants, son cœur battant. Une chaîne plus ancienne que le métal commença à se fissurer quelque part dans l'ombre de ce vaisseau brisé. Le matin où Volantros sortit pour la première fois de la maison de Quinn, le ciel changea, non pas à cause du temps, mais à cause de la tension. Quinn avait hébergé le dragon en convalescence sous l'échafaudage d'un hangar de service réaménagé pendant des jours. Ses terres étaient isolées, entourées de falaises brûlées par le soleil et de poussière. Bananthros le regarda de haut et dit
Tu n'as aucune raison de m'aider. » Quinn répondit, la voix sèche et rauque. « Je n'avais pas besoin de raison. » Et des champs trop éloignés de toute ville importante pour attirer l'attention, juste le vent, le silence et les moteurs, ce qui lui convenait parfaitement. Mais soudain, de nulle part, il y avait une lumière de feu, pas du soleil, pas des forges, mais des vaisseaux, descendant silencieusement. Les nuages se sont écartés pour leur faire place, et alors que Quinn sortait pour protéger ses yeux des éléments, Volantro tremblait à l'intérieur du hangar, retenant son souffle. « Je reconnais ces vaisseaux », pensa Quinn. Ses amis et juges n'étaient haïs pas de taille face aux vaisseaux qui encerclaient la maison, leur grondement mécanique remplissant l'air. Le vent se calma, et d'un vaisseau le plus grand sortit une seule rampe, non pas une procession de soldats, mais 5 figures, chacune dominant les autres, leurs robes argentées se déplaçant en motifs comme un langage. Leur peau nacrée scintillait au clair de lune, et leurs yeux vides, mais remplis, semblaient contenir un livre d'histoire. Celui en Philantro, parlant d'une voix à la fois brute et montante, dit « Vous m'avez enchaîné dans le silence. Vous m'avez enterré dans une tombe de métal et de fantômes, et pourtant je me lève. » Les envoyés tressaillirent même sans pouvoir, tandis que Quinn croisait les bras et que la figure inclinait la tête, signifiant qu'ils étaient venus confirmer l'impossible. Derrière Quinn, Volantros émergea, encore faible, marchant lentement sur des membres à moitié morts, les ailes traînant derrière lui et les yeux pleins de tempête. « Tu étais une arme », siffla l'un des autres. « Nous t'avons forgé pour tenir la ligne. Tu t'es retourné contre ton but. »« Non, » répondit Philantros, « je me suis tourné vers la miséricorde. » Le premier envoyé leva une main pour signaler aux autres. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Bananthros leva la tête et l'argent autour de sa colonne vertébrale pulsa. Les cicatrices que Quinn avait aidé à sectionner s'illuminèrent de couleur. Ils brillaient partout où Quinn avait coupé et réparé. Et chaque fil cassé et fragment de lien devenait du feu. Son corps, encore partiellement handicapé, commença à briller comme une constellation se levant de Volantra se tenait sous la lumière montante des lunes de Zèphre, sa respiration se condensant dans l'air froid du matin. Bien que ses membres tremblaient, ses yeux brillaient d'une clarté qui envoyait des ondulations à travers la poussière. Les envoyés reculèrent et s'inclinèrent alors que Quinn, couvert d'huile et d'incrédulité, réalisa quelque chose. Il n'avait pas seulement réparé un dragon brisé, il avait réveillé un dieu. Les envoyés restèrent silencieux alors que Quinn s'agenouillait dans un état d'incrédulité. Il resta immobile, les mains souillées de graisse et de sang séché. Il se demandait s'il venait de guérir un dragon ou de perturber un équilibre sacré que nul humain n'aurait dû toucher. Les 5 navires tremblaient légèrement, comme s'ils retenaient leur souffle. Philantro se déplaça avec une lenteur délibérée, son éclat argenté illuminant ses vieilles blessures, les transformant en lignes de lumière vivante. Les envoyés baissèrent encore plus la tête, le premier d'entre eux se levant enfin. Nous pensions que les chaînes mettraient fin à votre feu. Nous croyions avoir réussi à les couper. Au début, Volantros ne répondit pas. Il détourna ensuite son attention vers Quinn, qui avait brisé plus que ses liens. Alors qu'il écoutait, les yeux de l'envoyé scintillèrent, toujours vides, mais émus. Volantros avait l'impression qu'il n'aurait pas dû être capable de couper le lien, car il était conçu pour obéir uniquement à ceux nés des étoiles de la forge. Cependant,
Il se souvenait de quelque chose que les étoiles avaient oublié. Les autres envoyés se levèrent lentement, l'un d'eux tendant un appareil scintillant, un petit bourdonnement cristallin. « Nous ne sommes pas venus pour menacer, mais pour comprendre », déclara Voltos. Il baissa la tête et écouta. Sa voix passa du son à la couleur lorsqu'il expira. Des runes anciennes dansaient dans l'air, tissées avec grâce à travers le silence. Les envoyés furent stupéfaits de voir l'ancienne langue, la véritable langue de son espèce, qu'ils pensaient perdue. La voix n'était pas celle de la guerre, mais de la mémoire. Quinn se tenait à son centre, toujours humain et silencieux, regardant le langage du feu se tordre dans le ciel. D'une manière ou d'une autre, à la fin de la performance de Voltos, le feu s'est apaisé et les lunes sont revenues. D'un ton respectueux, l'un des émissaires s'approcha de Quinn et demanda « Sais-tu ce que tu as fait ?» Quinn cligna des yeux et dit « Réparer un dragon ?» L'émissaire sourit et dit « Tu as ressuscité un dieu avec une clé à molette. » Le rire de Voltos fit trembler les nuages, et pour la première fois en siècles, les émissaires s'inclinèrent devant lui, non plus en tant que prisonnier, mais en tant que figure légendaire. Alors que le soleil se couchait, les vaisseaux s'éloignaient silencieusement, et les émissaires restaient derrière, formant discrètement un périmètre autour de la ferme, observant et posant des questions. Volantros était étendu sur la moitié du sol du hangar, monumental et majestueux malgré sa guérison. Sa queue tressaillante alors que Quinn ajustait la bobine de fusion près de son attelle vertébrale, maintenant encore les amortisseurs stabilisateurs actifs pour éviter l'effondrement de ses vieilles blessures. Personne n'osait intervenir, et Quinn pouvait voir la peur se transformer en admiration dans leurs yeux. Il n'y avait aucun protocole pour les préparer à cela. Sous son intensité croissante, « Tu brûles de plus en plus chaque jour », murmura Quinn en serrant le dernier boulon. « Je sens à nouveau mes ailes. Tu crois que tu vas voler bientôt. » Philanthrope tourna sa massive tête vers Quinn, et elle rit. « Je suis mécanicien, pas pilote. » La voix de Philanthrope se fit plus basse, et Quinn avait plus que jamais besoin de toi. « Crois-tu vraiment cela? » demanda Quinn. « Tu n'as pas seulement réparé mon corps, tu as retenu mon nom. » Il se tourna ensuite pour faire face au dragon. L'être qui avait été caché sous des couches de poussière et de chaînes. Son nom avait été effacé de la mémoire. Dans les yeux forgés par les étoiles du dragon, Quinn aperçut une détermination inébranlable. « Il est grand temps que je termine ce vieux volatile, dit-il, ses yeux brillants comme des soleils mourants. Tu as toujours eu des ailes, tu as juste oublié comment les construire. » Puis il se redressa, sa voix remplie de détermination. « Les étoiles appellent, » dit Philanthros, levant la tête brusquement. « Es-tu sûr qu'ils savent que je suis revenu et que tous ne vont pas s'agenouiller? » Quinn suivit son regard et jeta un coup d'œil vers son garage où une coque de navire à moitié terminée se trouvait sous des bâches. Quinn se tenait près du massif panneau de contrôle, sa main flottant au-dessus du dernier levier, tandis qu'elle regardait Volantros émerger de la brume montante. Les ailes argentées du dragon s'étendaient en des plus largement que les murs du hangar ne pouvaient contenir, et il semblait presque trop grand pour le ciel. Avec le dernier vestige de paralysie derrière lui, une tempête d'histoires non écrites commença à se rassembler à l'horizon. Les rails rouillés gémissaient sous le poids de l'anticipation. Debout au bord de la plateforme, Quinn protégea ses yeux alors que la lumière du soleil perçait à travers les nuages et se fracturait en or. Philanthros
resta silencieux et continua de trembler en avançant, un pas tremblant à la fois, jusqu'à ce que ses griffes touchent la terre ouverte. Les envoyés, dont les navires projetaient de longues ombres à travers la vallée, s'étaient rassemblés au-delà des falaises, mais ils ne dirent rien et ne s'interférèrent pas. Alors qu'ils sprintaient, ses membres s'enfonçaient dans la terre dans un galop tonitruant, et avec un dernier élan, il bondit du sommet. Mais il ne tomba pas. Au contraire, il s'éleva. Le vent l'avait attrapé en plein vol, et il poussa un cri qui brisa le silence en dessous. Ce n'était pas un rugissement, mais plutôt un cri de joie incontrôlable. Son corps se tordait en plein vol, les ailes pulsant, et une queue traçait une courbe comme celle d'une comète à travers le ciel. Les nuages se sont écartés, et le dieu argenté est revenu. Quinn regardait, retenant son souffle, la gorge se serrant. La colombe de Volantro volait plus vite que le son, plus haut qu'une tempête, et quand elle descendit, il n'était pas seul. Une onde se propagea dans l'air, et des lumières, faibles et vacillantes, comme des étincelles d'un univers brisé, s'épanouirent autour de lui. Dans son sillage, des murmures de frères depuis longtemps disparus, de dragons sans forme, de bêtes étoilées, et des échos des mains tremblantes de Quinn révélaient à nous que Philanthrus ne volait pas simplement. Il les appelait. Après son retour, la vallée s'était transformée. L'air scintillait, la terre vibrait, et les envoyés s'étaient agenouillés devant Quinn. Ils se souviennent de moi. Tu leur as donné quelque chose à se souvenir, dit Philanthrus, tandis que Quinn murmurait « Non, c'est toi qui l'as fait ». Un mécanicien et le dragon qui l'avait ramené du silence se tenaient au centre du monde, et le ciel s'était assombri avant la seconde arrivée. Cette obscurité n'était pas naturelle, contrairement au crépuscule à l'horizon de Zéphyr ou au doux apaisement de la lumière de la lune, ni au doux apaisement de la lumière de la lune. Alors que Quinn se tenait dans le garage, la mâchoire serrée, elle sentit quelque chose de délibéré se produire au-dessus. Une ombre, surnaturelle et froide, traversa les nuages, engloutissant les étoiles sur son passage. Le pouvoir vacilla et l'air devint immobile. Même les envoyés, qui se tenaient calmement sous les falaises, levèrent les yeux, leur calme se dérobant visiblement. Volantros s'était levé de son lieu de repos, ses allées repliées et ses yeux aiguisés. Contrairement à tout ce qu'il avait jamais vu auparavant. C'était angulaire et silencieux, comme un coin d'obsidienne parfaitement formé, sculpté avec des constellations qui n'appartenaient pas à leur ciel. Au lieu de voler, il glissait, comme une fissure dans l'atmosphère qui ne laissait échapper aucun son. Il atterrit bien au-delà des envoyés, mais tout le monde pouvait sentir sa présence, comme de l'eau froide versée sur un feu. Une silhouette solitaire émergea, vêtue de blanc. Les ailes de Volantros se déployèrent, et son corps s'éleva avec un grognement qui fit vibrer la pierre sous eux. « Oses-tu venir maintenant? » Après un siècle, la voix de l'architecte n'a pas réussi à transmettre le message voulu. Au lieu de cela, ces mots s'infiltrèrent dans le vivre dans leurs esprits comme le givre. La philanthropie t'a trahi en refusant d'obéir et tu as montré de la miséricorde à la place. En conséquence, j'étais brisé. Quinn, les mains désormais serrées en poing, se tenaient entre eux et eux. Est-ce que cela que vous appelez la justice? Mettre une créature enchaînée simplement parce qu'il a refusé de tuer pour vous? La voix résonna, leur rappelant qu'il n'était pas une créature, mais plutôt une arme forgée pour consommer le mal. Quinn a finalement craqué et il a pris la bonne décision. Le masque de l'architecte se tourna vers lui
et pendant une fraction de seconde, le vent se calma. « Tu penses que ta main a réécrit le destin? » dit Quinn, la tête haute. « Non, je n'ai pas réécrit le destin. » Vanantro surgit derrière lui, ses cicatrices visibles. « Si tu es venu pour me tuer, fais-le. Si tu es venu pour menacer de partir, fais-le. » L'architecte inclina la tête, et avec cela, la silhouette réentra dans le vaisseau. Il n'y aurait pas de bataille, juste un départ. Cependant, avant le navire, alors que l'ombre s'éloignait de la vallée, Quinn se tourna vers Volantros. « Tu savais qu'ils ne se battraient pas. Ils n'en avaient jamais eu besoin. Leur véritable arme était de m'oublier. » Il leva les yeux, mais maintenant, il ne pouvait même plus. Dans le ciel, les étoiles scintillaient à nouveau dans des constellations oubliées depuis longtemps. La nuit après le départ des architectes était tendue, comme si la vallée attendait de respirer. Volantros restait perché au sommet alors qu'il était assis sur les marches devant son atelier. Les doigts de Quinn étaient couverts de suie et d'huile de moteur. Il n'avait pas cessé de travailler sur l'ancien Skycrawler depuis des jours, l'accordant, l'agrandissant, reforguant le cadre avec des alliages que les envoyés lui avaient offerts, et l'éclat du métal ressemblait à la lumière de la lune. En dessous de lui, les envoyés s'étaient rassemblés autour du feu que Quinn avait allumé, non pas pour la chaleur, mais pour la présence. Ils avaient donc des théories, des écritures et des questions à réécrire, mais personne n'osait les prononcer à voix haute. Imprégné de matière céleste, non destinée au vol mais à l'évasion ou à la bataille, une légère secousse fit trembler la terre. Philantros s'approcha, son immense silhouette s'enfonçant silencieusement dans le sol, projetant de longues ombres sur la plateforme d'atterrissage jonchée d'outils. Ses yeux, comme toujours, portaient le poids de l'histoire. « Tu as reconstruit tes ailes », remarqua-t-il en regardant le rampement. Quinn a à peine souri, expliquant « Je ne pouvais pas te laisser t'amuser tout seul. » « Demain, » dit Volantro, sa queue enroulée lentement derrière lui. « Je dois répondre à l'appel des ponts que je gardais autrefois. Les ténèbres se réveillent à nouveau, et si je ne me lève pas maintenant, il se peut qu'il n'y ait plus de lever plus tard. »« Je sais, » répondit Quinn, sa voix s'élevant au-dessus de celle du dragon. « Je l'ai su au moment où j'ai brisé la première chaîne. » La poitrine de Quinton se serra alors qu'elle parlait. « Je ne suis pas une guerrière, pas une gardienne. Je répare les choses. » Boucher les trous, enlever la rouille, Volantros cligna lentement des yeux. C'est, alors que Quinn levait les yeux vers les étoiles, elle pensa « Tu es sûr que je n'ai jamais été plus. » Puis, tout à coup, un coup de tonnerre remplit le ciel. Mais ce n'était pas du tonnerre. Au lieu de cela, une onde de lumière ondula à travers l'atmosphère, pulsant dans un rythme semblable à un battement de cœur. Au-dessus d'eux, dans l'immense étendue au-delà des nuages, les étoiles commencèrent à bouger, sans cligner des yeux, s'alignant en motifs jamais vus depuis des siècles. Les envoyés se levèrent, et les ailes de Volantros se déployèrent, projetant de la lumière sur la clairière. « Ah, ça commence » murmura-t-il, « les ponts s'éveillent. » Quinn se leva sans hésitation, disant « J'y vais. » L'aube se leva comme un éclair à l'horizon. Au milieu de la vallée, les étoiles rassemblaient leur puissance, et deux êtres se tenaient près, Philantro, dont les ailes étaient un mat façonnées par la flamme et le chagrin, et Quinn, dont les mains étaient formées par le travail calleux et la volonté humaine. Les ailes de Philantro scintillaient de souvenirs bruts, alors qu'il les étendait vers le ciel
Tandis que Quinn se tenait à côté de son crawler achevé, le son de ses propulseurs bourdonnant doucement dans le cockpit, qui était destiné à la fonction plutôt qu'au confort. Les envoyés s'inclinèrent alors que Volantros baissait la tête vers le sol et Quinn se stabilisa sur son dos. Le rampement s'éleva dans les airs et se plia en mode orbital. Il n'était pas conçu pour les voyages longue distance, mais il suivrait juste assez longtemps pour démontrer que les humains avaient aussi une place parmi les étoiles. Puis Volantros prit son envol. Mais cette fois, il ne luttait pas contre le vent. Au contraire, l'air l'accueillait. À chaque battement de ses ailes, le ciel du matin s'élargissait, et le soleil commença à brûler d'or et d'argent alors qu'il s'élevait. Alors que Quinn se tenait là, souriant dans l'abîme, il jeta un coup d'œil en arrière aux 5 vaisseaux extraterrestres qui semblaient plus petits maintenant qu'ils avaient attendu cela, puis en avant vers les lumières clignotantes, vers les énormes portes qui avaient été scellées mais tremblaient maintenant. Les ponts entre les étoiles étaient ouverts, et Volantros rugissait, non pas de douleur ou de puissance, mais d'accueil. Le son perça le froid et dispersa la peu de peur qui restait. Ce qui avait commencé comme un vaisseau naufragé s'est terminé dans les étoiles, et Quinn ferma les yeux alors qu'ils franchissaient ensemble le seuil, non plus comme mécaniciens et bêtes, mais comme légende et amis.